Je m'appelle Lyra Mercé, et j'ai fêté mes 18 ans lundi dernier à minuit 1. À minuit 4, mon père a frappé à la porte de ma chambre avec un petit gâteau, une bougie et un sourire que je ne lui avais pas vu depuis des années. À minuit 7, il a fait glisser une pochette sur mon bureau et a dit « Signe juste ça avant d'aller au lycée demain. C'est pour aider la famille. » À minuit 11, j'ai ouvert la pochette et j'ai réalisé que mes parents ne me demandaient pas d'aider la famille. Ils me demandaient de renoncer à la seule chose que ma grand-mère m'avait léguée. À minuit 18, pendant que ma mère restait dans le couloir en faisant semblant de pleurer et que mon frère envoyait des SMS à quelqu'un en bas, j'ai souri en leur disant que j'avais besoin d'un stylo. Puis j'ai verrouillé ma porte, ouvert mon ordinateur, appelé l'avocate que ma grand-mère avait cachée dans un vieux livre de recettes et activé la clause juridique dont ma famille ignorait l'existence. Dès 9 heures, l'acheteur de mon père menaçait de l'attaquer en justice. À midi, ma mère hurlait que j'avais détruit la famille, et au coucher du soleil, mon oncle se tenait dans le hall du tribunal en murmurant « Comment a-t-elle pu être au courant pour les droits sur l'eau ?» Avant de vous raconter ce qui s'est passé au tribunal, je dois vous ramener à l'été où ma grand-mère m'a appris la différence entre posséder une terre et la comprendre. J'avais 12 ans la première fois que Mamie Céleste m'a tendu une clé rouillée en disant « Cela ouvre le portail, mais pas le lieu. » Je pensais qu'elle était théâtrale. Elle disait toujours des choses comme ça. Mamie Céleste possédait 5 hectares à la périphérie de Bellwether, en région lyonnaise. Tout le monde appelait ça « le verger », mais c'était bien plus que ça. Il y avait des pommiers, oui, des vieux arbres aux branches tordues, de la mousse sur l'écorce. Des fruits petits et moches, mais qui avaient le goût du miel et de la pluie. Il y avait aussi un ruisseau qui traversait le fond de la propriété, un petit pont en bois que mon grand-père avait construit avant ma naissance, un chemin de gravier qui longeait le côté et une petite ferme bleue avec une véranda qui penchait toujours légèrement vers la gauche. Peu importe le nombre de fois où l'on essayait de la réparer. Pour tout le monde, c'était juste un vieux terrain. Pour ma famille, c'était de l'argent. Pour ma grand-mère, c'était une preuve. Preuve de quoi, lui ai-je demandé. Un jour. Elle était près du ruisseau, en botte en caoutchouc, tenant un seau de pommes tombées. Que certaines choses survivent parce que quelqu'un refuse de les vendre, a-t-elle dit. Je ne comprenais pas ça à 12 ans. Je le comprends. Maintenant. Mon père, Nolan Mercé, détestait le verger. Pas ouvertement. Mon père était trop poli pour la haine ouverte. Il possédait une entreprise de couverture, portait des chemises avec le logo brodé, serrait la main des notables, parrainait les clubs de foot locaux et disait des choses comme « la communauté, c'est important » aux gens qu'il espérait embaucher. Mais chaque fois que mamie nous invitait au verger, sa mâchoire se crispait. « Ta mère est assise sur une mine d'or », disait-il à ma mère dans la voiture. 5 hectares près de la voie rapide, et elle gaspille tout ça avec des pommiers et du sentimentalisme. Ma mère, Caroline, répondait toujours la même chose. Elle finira par changer d'avis. Elle ne l'a jamais fait. Mamie Céleste était là. Mère de ma mère, mais elle n'était pas proche. Ma mère aimait les plans de travail impeccable, les meubles assortis et ce qui rendait bien sur les photos. Mamie aimait avoir de la terre sous les ongles, le vieux bois et dire la vérité. Avant que les gens ne soient prêts à l'entendre. Naturellement, ma mère la trouvait difficile. Moi, je la trouvais rassurante. À 13 ans, mes parents ont manqué mon concert de fin d'année parce que mon frère aîné, Ethan, avait son banquet de basket. À 14 ans, ils ont oublié de venir me chercher après mon club de débat parce qu'Ethan avait besoin d'aide pour choisir un costume. À 15 ans, j'ai fini 2e à un concours scientifique national, et mon père a dit
C'est super, ma grande, sans lever les yeux de son téléphone Pars. Qu'Ethan venait d'être admis dans une école privée de prestige. Ethan n'était pas méchant. C'eût été plus simple. Il avait juste été élevé comme si la gravité se courbait autour de lui. Il s'attendait à ce qu'on lui réserve les meilleures places, qu'on le conduise, que l'argent apparaisse, que les conversations attendent qu'il ait fini de parler. Mes parents avaient construit toute la maison autour de ses besoins, et j'ai appris à vivre dans les angles morts. Mamie Céleste l'avait remarqué. Elle remarquait toujours tout. Chaque vendredi après le lycée, elle venait me chercher dans son vieux pick-up vert pour m'emmener au verger. On faisait de la compote, on réparait les fils de clôture, on nettoyait les gouttières, on classait de vieilles photos. Elle m'a appris à lire les bornes cadastrales, à reconnaître le bruit d'une pompe défectueuse, à aiguiser les sécateurs, et surtout, à écouter attentivement. Quand quelqu'un prononce le mot « famille », trop souvent dans la même conversation. Famille est un mot magnifique, m'avait-elle dit un jour, jusqu'à ce que quelqu'un l'utilise comme une laisse. C'était ça, mamie. Douce comme un agneau, jusqu'à ce que quelqu'un essaie de vous mettre un collier. À 16 ans, elle est tombée malade. Pas soudainement. Lentement. D'abord, elle a arrêté de monter sur les échelles. Puis, elle n'a plus conduit de nuit. Enfin, elle a arrêté de prétendre que tout allait bien. Ma mère venait tous les 15 jours, généralement avec un gratin et un visage plein d'agacement. Tu devrais vraiment penser à vendre, disait maman un après-midi alors que je faisais la vaisselle. Mamie était assise à la table de la cuisine, enveloppée dans un cardigan, ses mains fines mais fermes autour de sa tasse. Et toi, tu devrais vraiment réfléchir avant de parler, a-t-elle répondu. Maman est devenue rouge. J'essaie juste d'aider. Non, a dit. Mamie, tu essaies de presser le pas, mon père s'en est mêlé ensuite. Il est venu au verger avec un nommé Calvin Reese, un promoteur, montre de luxe. Chaussures trop propres pour le gravier. Il a arpenté la propriété comme s'il l'avait déjà mentalement rasé. Accès magnifique, a dit Calvin en regardant. Le chemin est. Mamie se tenait sur la véranda, les deux mains sur sa canne. Ce chemin est privé, a-t-elle dit. Calvin a souri, tout est négociable. Mamie a regardé mon père, pas tout. Ce soir-là, alors que mes parents se disputaient dans la cuisine, je suis restée assise sur les escaliers pour écouter. Elle est égoïste, disait mon père. Calvin propose une somme à 7 chiffres si on arrive à coupler le verger avec la parcelle Henderson. Elle ne signera pas, a dit maman. Elle n'aura pas à le faire éternellement. Je me souviens de cette phrase. Je me souviens de la nausée qui m'a prise quand il a dit ça. Elle n'aura pas à le faire éternellement. Mamie est décédée 8 mois plus tard. J'avais 17 ans. À l'enterrement, ma mère a pleuré. Magnifiquement, pas bruyamment, pas excessivement, juste ce qu'il fallait. Les gens la prenaient dans leurs bras en disant qu'elle avait été une fille dévouée. Mon père se tenait à ses côtés, la main sur son épaule, acceptant les condoléances comme un homme d'affaires lors d'un déjeuner. Je me tenais près du cercueil, serrant la vieille clé rouillée de mamie dans mon poing jusqu'à m'en marquer la peau. Après la cérémonie, mon père a disparu avec l'oncle Graham dans le bureau du presbytère. Graham était le frère de ma mère, un avocat spécialisé en immobilier qui souriait avec toutes ses dents et qui ne me regardait jamais dans les yeux, sauf s'il voulait quelque chose. Je suis passée devant la porte entr'ouverte et j'ai entendu Graham dire, si Lyra est la bénéficiaire nommée. On attend qu'elle ait 18 ans. Après ça, elle pourra signer. Mon père a répondu. Elle fera ce qu'on lui dira.
J'ai continué à marcher. Cette nuit-là, alors que tout le monde mangeait du jambon et de la salade de pommes de terre dans notre salle à manger, je suis allée à la ferme de mamie. Le verger était silencieux. Un silence qui semble retenir son souffle. J'ai utilisé la clé rouillée pour ouvrir le portail et j'ai descendu le chemin de gravier. À l'intérieur, l'air sentait encore la cannelle, la poussière et le savon au citron. Sur la table de la cuisine, il y avait le vieux livre de recettes rouges. Mamie m'avait dit un jour, si jamais quelque chose ne semble pas tourner rond, vérifie la recette de la tarte aux pommes. À l'époque, j'avais ri. Cette nuit-là, je n'ai pas ri. J'ai ouvert le livre à la page « Tarte aux pommes ». Entre les pages, il y avait une carte de visite. Mara Voss, avocate. Au dos, l'écriture de mamie, une seule phrase, lira, quand ils diront que ce n'est qu'une formalité, appelle-la. Mes mains sont devenues glacées. J'ai appelé Mara le lendemain matin depuis le parking du lycée. Elle a décroché dès la deuxième sonnerie. Lyra, a-t-elle dit, comme si elle m'attendait. Je me demandais quand il commencerait. Je suis restée dans ma voiture, le chauffage allumé, mon sac à dos sur le siège passager, tandis que Mara m'expliquait ce que ma grand-mère avait fait. 6 ans plus tôt, Mamie Céleste avait placé le verger, la ferme, le ruisseau, le chemin de gravier et un compte d'investissement de près de 1,8 million d'euros dans le Trust Mercé Orchard. J'étais la seule bénéficiaire. Mais il y avait plus. Ta grand-mère savait que ton père et ton oncle se focaliseraient sur la maison et le terrain, a expliqué Mara. Ils le font toujours. Mais l'actif le plus important n'est pas la ferme. C'est quoi? Les droits sur l'eau. J'ai froncé les sourcils. Le ruisseau? Le ruisseau, l'accès à l'irrigation et la servitude de passage. Le promoteur avec qui ton père traite ne peut pas construire sur les terrains adjacents sans un accès légal à l'eau et la servitude du chemin est. Ta grand-mère contrôlait les deux. Je fixais le pare-brise, regardant les élèves entrer au lycée. Donc, ils n'ont pas juste besoin du verger? Non, a dit Mara. Ils ont besoin de ta signature pour débloquer tout le projet immobilier. Combien vaut le projet? Un silence. Environ 18 millions. J'ai failli lâcher le téléphone. Ta grand-mère pensait qu'ils essaieraient de te faire pression dès tes 18 ans, a continué Mara. Alors, elle a ajouté une clause de protection. Une fois tes 18 ans atteints, tu peux activer une restriction de conservation et un gel des titres. Cela empêche toute vente, transfert, développement ou modification de servitude. Sans l'approbation du tribunal et le consentement du fiduciaire. Mes parents peuvent l'arrêter? En premier. C'est devenu le mot avec lequel j'ai vécu pendant les 4 mois suivants. En premier. Signer en premier. Déposer en premier. Protéger ce que ma grand-mère a bâti avant que ma famille ne puisse le packager, le vendre et appeler ça du pragmatisme. Je n'ai rien dit à personne. J'allais en cours, faisais mes devoirs, sortais les poubelles, souriais au dîner de famille. Écoutais mon père parler de « nouvelles opportunités », ma mère se plaindre de la pression financière, et Anne parler du besoin d'une nouvelle voiture car la sienne était embarrassante. Le verger revenait de plus en plus souvent dans les conversations à mesure que mon anniversaire approchait. Mon père mentionnait nonchalamment les frais d'université. Maman laissait traîner des brochures pour des facultés hors de prix sur l'îlot de la cuisine. Ethan plaisantait en disant que si je devenais riche, je pourrais l'aider à lancer sa marque de fitness. Puis, 2 semaines avant mon anniversaire, l'oncle Graham est venu avec du vin et une pochette. Il pensait que j'étais à l'étage
Je ne l'étais pas. J'étais dans le garde-manger quand je l'ai entendu dire « Calvin a besoin des signatures préliminaires avant mardi prochain. Si on rate cette fenêtre, il se retire. » Papa a dit « Lyra a 18 ans lundi. » Puis, lundi soir, Graham a ajouté « Joue sur l'émotionnel. Anniversaire, avenir de la famille. L'héritage de ta mère, tout ce qui fonctionne. » Maman a demandé « Et si elle dit non ?» Graham a ri, c'est une gamine, Caroline. Les enfants disent non. Jusqu'à ce que les adultes leur expliquent les conséquences. Je suis restée dans le garde-manger avec une boîte de céréales dans la main, réalisant exactement ce qu'ils pensaient de moi. Pas une fille, pas une petite fille, un obstacle. Ma fête d'anniversaire était le dimanche soir, non pas par affection, mais parce que j'avais 18 ans à minuit. Maman avait invité des proches, des voisins, les collègues de papa, l'oncle Graham, Calvin Rees et quelques personnes que je ne connaissais pas mais qui portaient des montres comme celle de Calvin. Il y avait des ballons, un gâteau, une banderole, notre petite est devenue grande. Notre petite. J'ai failli rire. Ethan a porté un toast, à Lyra, enfin assez légal pour arrêter d'être une déduction fiscale pour papa. Les gens ont ri. Papa a ri le plus fort. Puis, il s'est levé. Il a posé une main sur mon épaule. Lyra a toujours été discrète, a-t-il dit. Responsable, mature. Le genre de fille qui comprend que la famille passe avant tout. Cette phrase a atterri. Exactement là où il le voulait. Sur mon cou. Comme une laisse. Il a continué. Ce soir, il ne s'agit pas seulement de Lyra qui devient adulte. Il s'agit du prochain chapitre pour toute notre famille. Mamie Céleste nous a laissé des souvenirs, oui, mais elle nous a aussi laissé des opportunités. Et je sais que Lyra va nous aider à honorer cet héritage de la bonne manière. Applaudissements. Ma mère s'est épongé les yeux. L'oncle Graham souriait. Calvin Rees vérifiait son téléphone. Je me tenais là, tenant une assiette en plastique. Avec un morceau de gâteau, et j'ai souri en retour. Parce que le timing est tout. À 23h52, papa a frappé à ma porte. Maman était derrière lui, l'oncle Graham. Derrière elle. Ethan s'appuyait contre le mur du couloir, curieux mais ennuyé. Papa tenait la pochette. Salut, ma grande, a-t-il dit. On peut parler? Je les ai laissés entrer. Papa s'est assis sur le bord de mon bureau comme s'il possédait la chambre. Graham est resté debout. Maman a joint ses mains comme si elle allait prier. Papa a ouvert la pochette et a sorti un document. Ce n'est pas grand-chose, a-t-il dit. Juste de la paperasse pour commencer à transférer la propriété de mamie dans une structure de gestion familiale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on en bénéficie tous, a dit maman. Rapidement. Graham a souri, c'est standard. Tu es techniquement nommé dans certains termes du trust, donc nous avons besoin de ta signature pour simplifier le transfert. Techniquement nommé. Simplifié. Transfert. Mamie m'avait prévenu contre les mots qui portent du parfum. J'ai regardé la première page. Cession d'intérêt bénéficiaire. Il voulait que je cède mes droits sur le Trust à Mercer Family Holdings LLC. L'entreprise de mon père, pas la famille. L'entreprise. Que se passe-t-il après ma signature? Papa a souri. On gère le côté adulte. Tu auras tes études financées, une voiture et un peu d'argent pour commencer ta vie. Combien d'argent? Graham a répondu. 75 000 euros. J'ai levé les yeux. Pour un projet de développement de 18 millions?
La pièce a changé. Très légèrement, mais je l'ai senti. Le sourire de papa s'est figé. Maman a cligné des yeux. Les yeux de Graham se sont rétrécis. Ethan a arrêté de s'appuyer contre le mur. Qui vous a donné ce chiffre, ah? Demandait Graham. J'ai haussé les épaules, c'est faux. Papa s'est levé. Lyra, c'est exactement pour ça que les adultes devraient gérer ça. Tu entends un chiffre et tu penses comprendre toute l'image. Je comprends que vous voulez que je vous cède le trust. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Instantanées. Elle était douée pour ça. Des larmes de robinet. Tournez-la. Poignée. Regardez la culpabilité couler. On se noie, a-t-elle murmuré. L'entreprise de ton père survit à peine. Les prêts d'Ethan arrivent à échéance. On pourrait perdre cette maison. Voilà, ai-je dit doucement. Papa a froncé les sourcils, voilà quoi? La partie où ton urgence devient ma responsabilité. Son visage s'est durci. Tu as 18 ans maintenant, a-t-il dit. Si tu veux être traité comme une adulte, agis comme telle. Les adultes aident leur famille. Les adultes lisent aussi avant de signer. Graham sait. Avancez, ne sois pas difficile, Lyra. J'ai souri, je ne suis pas difficile. Je suis en avance. Il ne comprenait pas encore. À minuit 1, mon téléphone a vibré. Mara, un message. Joyeux anniversaire. Prête? Quand tu le es. J'ai regardé mon père. J'ai besoin d'un stylo. Le soulagement a adouci son visage immédiatement. Ça a fait plus mal que la colère. Il pensait vraiment que j'avais cédé. Je vais en chercher un, a dit maman. Non, ai-je dit. J'en ai un. J'ai pris la pochette, puis j'ai marché vers la porte. Où tu vas, a demandé papa. Faire une copie, ai-je répondu. Tu n'as pas besoin de copie. J'ai jeté un coup d'œil derrière moi. C'est ce que disent les gens quand ils ne veulent pas qu'une preuve existe. Puis je suis sorti dans le couloir, entré dans ma chambre, et fermé la porte ailée. Verrouillée. Papa a frappé immédiatement, Lyra. J'ai ouvert mon ordinateur. Lyra, ouvre cette porte. J'ai rejoint l'appel vidéo de Mara. Elle apparaissait dans son bureau, cheveux tirés en arrière, lunettes sur le nez. Est-ce qu'ils t'ont donné le formulaire de session? Oui. Ne le signe pas, je sais. Les coups de papa sont devenus plus forts. Mara a partagé son écran, j'envoie le paquet d'activation maintenant. Tu signes là où c'est marqué. Le notaire numérique est en attente. Ma main tremblait quand j'ai signé la première page. Non pas parce que j'avais un doute, mais parce qu'en bas, toute ma famille réalisait que la fille calme avait une porte qui se fermait à clé. Papa a crié, c'est puéril. J'ai signé la deuxième page. Maman pleurait plus fort. J'ai signé la troisième. Graham a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre, mais ça sonnait furieux. À minuit 16, Mara a dit. C'est fait. La restriction de conservation est activée. Je déposerai électroniquement au registre foncier dès que le système ouvrira à 6 heures. L'avis de gel des titres est automatique. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, a dit Mara, ils ne peuvent ni vendre, ni transférer, ni développer, ni hypothéquer, ni modifier la servitude sans examen du fiduciaire et approbation du tribunal. Et les droits sur l'eau? Verrouillés. Je me suis adossé. Derrière ma porte, mon père était devenu silencieux. C'est comme ça que j'ai su qu'il avait peur. Pas de cris, juste de la réflexion. À 6h04, Mara a déposé les documents. À 8h12, l'avocat de Calvin Rees a extrait
Le rapport de titre. À 8h19, Calvin a appelé mon père. Je le sais parce que papa était en bas et son téléphone était en haut-parleur. Quel bordel est-ce que t'as? Fille a déposé, a crié Calvin. Papa a dit, je ne sais pas de quoi vous parlez. Elle a gelé la servitude. Elle a gelé les droits sur l'eau. La restriction de conservation bloque tout lotissement. Je ne peux pas finaliser sans cet accès. Graham a pris le téléphone. Calvin, calme-toi. Elle a 18. 1. On peut contester ça. Tu m'avais dit que la gamine était sous contrôle. A aboyé Calvin. J'ai versé des arts sur la base de tes garanties. Si cette affaire capote, je m'en prendrai à toi. Silence. Je me tenais en haut des escaliers, en pyjama, tenant la clé rouillée de mamie. Papa a levé les yeux vers moi. Son visage était gris. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-il demandé. Je suis descendu lentement. Ce que mamie m'a dit de faire. Maman était assise à la table de la cuisine, pâle, sa robe serrée autour d'elle. Ethan regardait de papa à moi, comme s'il comprenait enfin que ce n'était pas une dispute de famille. C'était du droit. L'oncle Graham est arrivé 20 minutes plus tard. Pas de cravate, cheveux en bataille, téléphone à la main. Il m'a pointé du doigt dès qu'il est entré, tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. J'ai posé la clé de mamie sur la table, non? Ai-je dit, c'est vous qui n'avez aucune idée de ce qu'elle a protégé. Graham a ri, amèrement, tu penses qu'une femme morte et une avocate de province peuvent arrêter un promoteur immobilier? La sonnette a retenti. Mara se tenait sur le porche. Derrière elle, un homme en costume marine. Bonjour, a-t-elle dit. Voici Daniel Shaw, avocat spécialisé en contentieux de trust. Nous sommes ici pour parler avec Lyra. Papa a bloqué l'entrée, c'est notre fille. Mara l'a regardée calmement, c'est ma cliente. C'était la première fois de ma vie qu'un adulte dans la maison de mes parents disait que je m'appartenais. Nous nous sommes réunis dans la salle à manger. Mara a étalé des copies du trust, de la restriction de conservation, des documents sur les droits d'eau et la carte de la servitude. Daniel Shaw a parlé doucement, ce qui le rendait d'une certaine manière encore plus effrayant. Le verger ne peut être vendu. Les droits sur le ruisseau ne peuvent être cédés. La servitude ne peut être transférée. Toute tentative de prétendre le contraire peut constituer une fraude. Graham a dit, c'est absurde. Je suis son oncle et avocat. Daniel l'a regardé, alors vous devriez mieux savoir. J'ai failli sourire. Papa s'est penché en avant, nous sommes ses parents. Nous avons des difficultés financières. Il doit y avoir une clause de précarité familiale. Mara a tourné une page, il y en a une. Les yeux de papa se sont illuminés. Puis Mara a lu. Dans le cas où un membre de la famille tenterait de faire pression, de contraindre, de frauder ou de manipuler le bénéficiaire pour transférer des actifs du trust, le dit membre sera définitivement banni de toute capacité consultative, de gestion ou de fiducie. Maman a murmuré, Céleste a écrit ça. Mara l'a regardé, Céleste a vécu assez longtemps pour vous connaître. Tous. Personne n'a parlé. C'était la ligne. La seule ligne qu'il n'avait jamais vue. Mamie ne m'avait pas seulement légué une terre. Elle m'avait laissé un miroir. Et il se tenait juste devant. À midi, l'avocat de Calvin Rees a envoyé une notification formelle à l'oncle Graham et à mon père. Rupture de garantie, incitation frauduleuse, dommages et intérêts en attente. À 14h, le banquier de papa a appelé pour demander des explications sur des dettes non déclarées.
À 16 heures, Ethan faisait ses valises. Parce que la maison était devenue trop tendue pour lui. Maman a passé la majeure partie de la journée à pleurer dans les toilettes d'amis. Papa n'arrêtait pas de sortir pour passer des coups de fil et revenait chaque fois un peu plus vieux. À 18 heures, il m'a trouvé sur la terrasse arrière. Le soleil était bas. Le jardin était presque joli. Il est resté debout à côté de moi un moment avant de parler. Tu m'as ruiné. Je l'ai regardé, non. Tu as bâti un plan qui exigeait de me voler. Je n'ai juste pas coopéré. Sa mâchoire s'est crispée, tu ne comprends pas la pression. Je la comprends parfaitement. Tu as mis toute la tienne sur une fille de 18 ans et tu as appelé ça la famille. Il a détourné le regard. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait s'excuser. À la place, il a dit, ta grand-mère t'a empoisonné contre nous. Non, ai-je dit. Elle m'a vacciné. Il est rentré. Cette nuit-là, j'ai conduit jusqu'au verger. Le portail s'est ouvert avec la clé rouillée. La ferme était sombre, mais la lune était assez brillante pour argenter le ruisseau. J'ai marché jusqu'au pont et je suis resté là à écouter l'eau couler sur les pierres. Pour la première fois depuis la mort de mamie, j'ai compris pourquoi elle m'avait fait apprendre chaque centimètre de cet endroit. Les piquets de clôture, les bornes, la pompe, les rangées du verger, le ruisseau. Elle ne m'apprenait pas l'entretien. Elle m'apprenait la propriété. Une semaine plus tard, l'oncle Graham a démissionné de son cabinet. Officiellement, pour raisons personnelles. Officieusement, le procès de Calvin Rees avait fait poser des questions. L'entreprise de couverture de papa a survécu, de justesse, mais la ligne de crédit qu'il attendait du deal immobilier a disparu. Il a vendu son pick-up. Ethan a été transféré dans une école moins chère. Maman a pris un emploi à temps partiel dans le cabinet dentaire où elle avait l'habitude de se plaindre de la réceptionniste. Personne dans ma famille n'est mort de faim. Personne n'est devenu SDF. Ils ont juste dû vivre sans me vendre. Apparemment, c'était insupportable. Mara m'a aidé à m'installer à la ferme en août. Je me suis inscrite à l'université locale, en politique environnementale et gestion du territoire. C'était une évidence une fois que je l'ai dit à voix haute. La première nuit. Dans la ferme, j'ai trouvé une autre enveloppe scotchée sous le tiroir de la cuisine. L'écriture de mamie, Lyra. À l'intérieur, une lettre. Ma fille. Courageuse, si tu lis ceci, c'est qu'ils ont essayé. Je suis désolée. J'aimerais que l'amour suffise à rendre les gens honnêtes, mais parfois, l'amour te dit seulement qui tu aimerais qu'il soit. Le papier te dit ce qu'ils ne peuvent pas nier. Cet endroit est à toi parce que tu l'aimais avant de savoir ce qu'il valait. C'est le seul genre de personne qui mérite de le garder. Protège-le. Ruisseau, protège les arbres, protège-toi. Et quand ils te traiteront d'égoïste, souviens-toi de ceci, une limite ne semble cruelle qu'à la personne qui avait prévu de la franchir. Je me suis assise sur le sol de la cuisine et j'ai pleuré jusqu'au coucher du soleil. Pas parce que j'avais gagné. Il n'y a pas de victoire quand tes parents deviennent des personnes dont tu dois te protéger juridiquement. J'ai pleuré. Parce que ma grand-mère avait vu l'orage avant moi et m'avait construit un abri. Avec de l'encre, des signatures et une clé rouillée. 3 mois plus tard, mon père a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Il n'a pas dit bonjour. Il a dit, je suis passé devant le verger aujourd'hui. J'ai attendu. Les arbres ont l'air en bonne santé. C'est vrai. Longue pause. Je ne savais pas qu'elle avait tout planifié. Si, tu le savais, ai-je dit.
peut-être pas les détails, mais tu savais qu'elle ne te faisait pas confiance. Il a inspiré brusquement. J'ai cru qu'il allait raccrocher. Il ne l'a pas fait. Finalement, il a dit, je ne sais pas comment être ton père. Maintenant. C'était la première chose honnête qu'il me disait depuis des années. Alors, je lui ai donné la première réponse honnête que j'ai pu. Commence par ne rien me demander. Il est resté silencieux. Puis il a dit. D'accord. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas la guérison. C'était une brique. Certains ponts se reconstruisent comme ça. Une brique, puis peut-être une autre, ou peut-être pas. Je ne suis pas responsable de finir un pont que je n'ai pas brûlé. Aujourd'hui, le verger est toujours debout. Le ruisseau coule toujours sous le pont. Le chemin est toujours en gravier. La véranda penche toujours à gauche. Calvin Rees a construit son complexe de luxe ailleurs. L'oncle Graham fait du droit des contrats depuis un bureau loué au-dessus d'un salon de manucure. La marque de fitness d'Ethan n'a jamais décollé. Ma mère envoie toujours des textos qui commencent par « J'espère qu'un jour tu comprendras ». Je comprends très bien. Je comprends que la famille peut t'aimer tout en essayant de t'utiliser. Je comprends qu'être calme ne signifie pas être faible. Je comprends que, parfois, la personne qui te protège le mieux est celle qui a planifié des années à l'avance parce qu'elle savait qu'un jour, tu serais trop jeune, trop sous pression et trop entouré pour te protéger seul. Maintenant, j'ai une question pour vous. Si vous pouviez protéger une chose dans votre vie, un lieu, une personne ou une promesse, laquelle serait-ce? Dites-le moi dans les commentaires, et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour la prochaine.